Bienvenue, tu es dans un podcast où un jeune amazonien te parle d'art, te parle de créativité et d'entrepreneuriat, avec des invités de Guyane, de France hexagonale et d'un peu partout dans le monde. Moi c'était Lezé, auteur, compositeur, réalisateur et designer graphique. Et tu es dans le Fruit Talk. Le fruit des efforts, c'est vrai. Plus de fruits, meilleur est le jus comme mûr est le fruit. À go. On est reparti pour un nouvel épisode. Dans celui-ci, je vous laisse découvrir mon échange enregistré lors des tables rondes Vinyle du Pater. L'invité de cet épisode est Émile Cebrelus, actuellement saxophoniste au sein du célèbre groupe Blue Star, qui fait un carton lors des bals parés masqués en Guyane, mais il est également ancien leader du groupe Bluebirds. Il a fait partie de différents groupes. Il détient un studio actuellement actif, un studio d'enregistrement. Ça a été un honneur de le recevoir. Ça a été un échange riche où j'ai découvert plein de petites particularités liées à sa carrière, mais également liées au milieu musical guyanais. Bref, je te laisse découvrir cet échange. Et si tu ne le savais pas, les vinyles du Pater, c'est un format de table ronde où on écoute un vinyle du paysage musical guyanais. Et c'est vraiment les vinyles de la collection de mon père. Allez, bonne écoute. Pour l'entrée en matière, première question, je souhaiterais savoir, monsieur Émile Cebrelus, on a dit qu'on pouvait se tutoyer, hein. Je peux te tutoyer. Ma première question, c'est comment as-tu commencé la musique ? Alors, j'étais très jeune à Mana et c'était un rêve d'enfance. Je me souviens qu'avant même, moi je suis arrivé à Cayenne à 11 ans, mais avant cela, je composais des morceaux que je gardais dans ma tête et je rêvais d'apprendre à jouer de la guitare. Et on m'a offert une guitare qui n'était pas très bonne, mais j'ai appris à jouer comme ça, en autodidacte. Et quelques temps après, on m'a donné une vraie guitare. Et là, j'ai pu véritablement progresser. Et avec Serge Mathurin et mon frère Camille, on se disait que quand on sera grand, on va faire un orchestre. Et puis, à 15 ans, Serge m'appelle, il me dit « Viens à Mana », parce que c'était les vacances. Donc, en 1970, il me dit « Viens à Mana, on va créer l'orchestre ». J'ai fait du stop le jeudi matin. Je suis arrivé jeudi après-midi. On s'est réunis, on a créé l'orchestre. Nous avons répété vendredi matin, après-midi, soir, samedi matin, après-midi, soir. Dimanche matin, dimanche après-midi et le soir, nous avons fait notre première soirée. Okay. Donc, en moins d'une semaine, on avait un répertoire, mais à l'époque, on était jeunes. La mémoire, c'était une éponge. Donc, on avait la capacité de retenir un répertoire assez complet. Et le dimanche soir, je crois que c'était le 20... Alors, on a été créé le 23 juillet 70. Okay. Et le dimanche, donc, nous avons fait notre première soirée. Juste pour la fête patronale de Mana ? Non, pas du tout. On était en vacances à Mana. Ah oui. Okay, c'est le 23 juillet 70 et nous jouions à l'époque que pendant la période des vacances. D'accord. Parce qu'on revenait à l'école en octobre. Et ensuite, pour Noël, on retournait à Mana, on jouait. Et on mettait tout dans les valises et on attendait Pâques. On jouait, c'était comme ça à l'époque. Okay. Donc j'ai débuté, puis dans les années 72, nous avons pris de l'âge et qu'il y a certains musiciens qui travaillaient, donc ils étaient coincés à Cayenne. Et là, nous avons été obligés de migrer sur Cayenne, migrer l'orchestre, alors que nous habitions Cayenne, mais l'orchestre précisément c'était à Mana. Et nous nous sommes établis en 72 à Cayenne. D'accord. Ouais. Tous les membres de Bluebirds sont issus de Mana. Oui, tous. À l'origine. À l'origine. Ah oui, bien sûr. Ok, magnifique. Ok. Et dans ce groupe-là, quel était ton rôle ? Est-ce que tu es le créateur du groupe ? Est-ce que tu es juste un musicien ? Quel a été ton rôle dans le groupe Bluebirds ? Alors, j'étais guitariste. Et il était de coutume que les guitaristes soient les chefs d'orchestre. Okay. Donc j'ai été chef d'orchestre dès le départ et je le suis resté jusqu'à la fermeture des Bluebirds. D'accord, ok. Et par ce rôle de chef d'orchestre, la plupart des mélodies des morceaux, c'était toi qui les proposais ou ça se faisait suite à un travail ensemble, tu réfléchissais à une mélodie et ensuite tu proposais, ensuite vous échangiez. Comment ça se passait pour les propositions des mélodies, pour les titres ? Alors sur le premier album que nous avons sorti en 1980, j'ai été le compositeur, j'ai proposé le plus de morceaux.
Sur 6, je crois que j'en ai proposé 5. Ouais. Et par contre, le deuxième album que nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure, je n'ai composé qu'un seul morceau. Et c'était vraiment chaque musicien, enfin, les quelques musiciens qui étaient en mesure de composer, ont proposé des titres que nous avons travaillés de manière collective. D'accord. De manière générale, quand c'est toi qui proposes les mélodies, tes inspirations, elles venaient d'où ? Tu t'inspires de quoi pour proposer des mélodies ? Alors, parfois je m'inspire d'un groupe. Je me suis inspiré de la Perfecta pour composer un morceau. Je me suis inspiré du groupe Gramax pour composer un autre. Et après, ça venait spontanément. J'ai composé deux boléros sur Mana. C'était la nostalgie que nous avions de notre commune. Okay. C'était ça la source d'inspiration. Avant vous, à Mana, est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui existaient à Mana avant Bluebirds ? Oui, il y avait les Léopards et puis il y avait l'orchestre de Monsieur John. Okay. Moi, j'ai pris quelques fessées parce que je quittais mon lit la nuit. Il y avait un dancing qui était à peu près à 50 mètres de chez moi. Je sortais sans demander la permission, j'allais écouter. Et puis, il y avait la ceinture qui me tombait dessus parce que je n'avais pas demandé autorisation de sortir, mais il fallait absolument que j'aille écouter les groupes. Il y avait un autre dancing à Mana qui s'appelait La Volière. J'y allais aussi, il y avait juste un petit trou. Et je mettais un œil et je regardais tout ce qui se passait dedans. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à danser la valse. D'accord, par le petit trou. Par le petit trou, oui. Et ce sont des groupes qui ont sorti des albums ou des vinyles comme vous, Bluebird, ou pas du tout ? Ce sont des groupes qui sont restés à l'étape de configuration dancing ball. Ah non, il n'avait pas la possibilité d'enregistrer puisqu'il n'existait pas à cette époque de studio d'enregistrement. Il y a eu le premier studio que j'ai connu en Guyane, c'était 3S, qui se trouvait du côté de Bourda. Et après, il y a eu l'avènement de l'informatique avec les ordinateurs Atari à l'époque. Et on a commencé, c'est-à-dire que les studios ont commencé à se démultiplier, les home studios. Il y a eu après quelques studios qui ont ouvert leurs portes. D'accord. Pour revenir sur le processus de Bluebird, entre le moment où vous proposez une mélodie que vous répétez sur scène, etc., et le moment où vous enregistrez en studio pour que ça sorte sur vinyle, il se passe combien de temps entre cette proposition de mélodie, cette création, et la sortie de l'album ? Alors, en général, on se dit, l'année prochaine, nous allons sortir un album. Et à ce moment-là, on demande aux compositeurs de se mettre à l'œuvre. Et certains avaient déjà des compositions dans les escarcelles, ce qui était mon cas. Et nous avions 3 jours de répétition, c'était mardi, mercredi et vendredi. Et le dimanche matin, même si nous avons joué une soirée jusqu'à 5 heures du matin, le samedi, nous avions rendez-vous le dimanche matin à 10 heures jusqu'à 13 heures. Uniquement pour les compositions. Il y a un compositeur qui arrive avec l'idée première et collectivement, nous améliorons, nous portons un petit peu ce que nous savons faire. Le batteur, il propose des breaks, le bassiste propose une ligne de basse et la rythmique, enfin tout le monde apportait sa pierre à l'édifice et ça a donné ce que ça a donné. Et quand ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire un album qui sort, est-ce que à cette époque vous aviez beaucoup de diffusion ? Scène, radio, télé, ça se passait comment à cette époque-là ? C'était aussi simple que maintenant ou pas du tout ? Non, c'était pas aussi simple que maintenant, quoique maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de radios, il y a aussi le web, donc on a la possibilité d'avoir une plus grande largesse en tous les cas de diffusion. Mais à l'époque, il n'y avait que RFO Guyane. Les radios libres n'étaient pas encore véritablement installées en Guyane. Et c'est vrai que nous avions la chance d'avoir du succès à l'époque, ce qui fait que nous étions l'un des rares orchestres à jouer tous les week-ends de l'année. Il n'y avait pas de période de carnaval, période de grandes vacances. Nous jouions tous les samedis. Le seul samedi qu'on ne jouait pas, c'était
le week-end après le mercredi des Cendres, après les jours gras. Okay. On respectait cela, mais après, ça repartait toute l'année. On était véritablement dans toutes les communes. Et nous avons aussi la chance de jouer toutes les grandes nuits, pratiquement toutes les grandes nuits de communes, sauf les communes de l'intérieur. Mais nous jouions de Saint-Georges à Apatou. Est-ce que vous aviez un lieu de résidence, un lieu où, là, c'est le lieu où Bluebird jouait? Non. Nous avons refusé l'offre qui nous avait été faite par M. Charles. Quand l'orchestre de Théolade a arrêté Nana, il est venu me voir, j'habitais à la Cité-Médan, il m'a dit, voilà, nous avons une réunion hier soir et l'orchestre a décidé d'arrêter, donc je sollicite les Bluebirds pour jouer chez Nana. Je lui ai clairement dit que ça ne nous intéressait pas parce qu'à l'époque, le carnaval n'avait pas ces lettres de noblesse comme on connaît aujourd'hui. Nana, c'était, bon, pour les vieux, on va dire, c'était comme ça, oui. Mais nous, on jouait tout le temps, donc c'était pas notre tasse de thé. Ensuite, les mécènes ont accepté. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait une rivalité mécène-Bluebirds. Ah, ça va être ma question. Est-ce qu'il y avait une rivalité à l'époque Oui, il y avait oui. Par contre, avec les Blue Stars, non, nous étions véritablement... Je crois que ce sont les deux orchestres qui s'entendaient à merveille, puisque j'étais dans la même classe que Yves Nugent, qui est chef d'orchestre des Blue Stars aujourd'hui. Donc, il y avait cette connexion. Et d'ailleurs, j'ai été soliste des Blue Stars, puisque à l'époque, j'étais guitariste. J'ai été soliste des Blue Stars pendant 1 an, quand même. Donc, il n'y avait pas d'animosité, pas de jalousie, pas de problème particulier. Et donc, voilà, c'était un petit peu ça. Donc, c'était vraiment un bon enfant. D'accord. Et tu as indiqué être guitariste autrefois, mais moi, je t'ai toujours connu au cuivre. Déjà, comment s'est fait le switch de la guitare au cuivre? Et du coup, pourquoi tu n'es plus guitariste désormais? Alors, c'était un effet de mode, puisque à l'époque, le guitariste, c'est lui qui exécutait toutes les sections de cuivre, d'orgue, tout ce qu'il y avait de solo sur les albums. Et il y avait à l'époque le groupe Skacha. Non, c'était les Schleux auparavant, parce que les Schleux sont devenus Skacha. Et il y avait un saxophoniste qui menait la barque, Loubert Chancy. Et nous étions tous, d'ailleurs tous les musiciens, étaient admiratifs de ce musicien. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai eu la chance de faire l'acquisition d'un saxophone. Et puis mon professeur de musique, mon professeur de dessin jouait du saxophone. À l'époque, j'étais au lycée Marchou. Et comme j'avais un petit peu la patte artistique, je dessinais pas mal à l'époque. Donc on avait une espèce de connivence, on se voyait souvent pour les dessins. Et comme j'ai découvert qu'il jouait du saxophone, je lui ai demandé de me donner la première base du saxophone. Et j'allais le dimanche matin, à l'époque chez lui, de 10h à midi, puis il m'a donné les premières notes. Et après, j'ai développé tout seul. D'accord. Tu as dit que tu étais au lycée Marchou? Oui. C'est où? C'est là où se trouvent les Chênes Brisées. Il y a un bâtiment tout neuf qui a été construit, mais là, c'était un lycée. Ah bon? J'ai été élève là. Et après, j'ai été gestionnaire comptable de cet établissement. Non, ok. Oui. Énorme. Pour les membres du public, si jamais vous voulez poser une question à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Hello, salut Delia. Il y a une question? Oui. Il faudra juste me la dire et je la répète pour le podcast. Ah, quand il a commencé la musique? Quel âge avais-tu quand tu as commencé la musique? Du coup, quand tu nous racontes tout ça là, en fait, c'était quoi la fourchette d'âge? J'avais 15 ans. 15 ans? Ah ouais. Un groupe de Mana? Donc celui qui joue à la guitare. Dol? Non. Ah, Germain Barbe. Donc c'est encore Germain Barbe. Germain Barbe. Oui, Daniel Léjean. Parce que avant, il y avait un groupe, je vais vous donner, il y avait un groupe, il y avait mon petit frère Coco, vous ne l'avez pas connu. Non, je ne l'ai pas connu. Il y a Coco, Néret, et Néret, Coco, et il y avait
avait le petit barbe. Oui. Léo, ils avaient commencé comme ça dans les petits trous. Oui. Et puis un jour, ils sont allés chanter au marché, comment on appelle ça? Dancing? Non. Le 15 octobre. Oui, ça Et c'est là qu'on les a récupérés. Fête de Parce que Cayenne. j'ai dit, mon papa, Ah. c'est qu'il a fait mon papa. Ok. Donc, mon papa lui a dit, au lieu de faire ça, d'aller apprendre à l'école. Parce que le 15 octobre, c'était un moment phare pour les artistes autrefois? Ah oui, c'était la fête de Cayenne et à l'époque, c'était l'orchestre des Vautours et Théolade qui jouait la Grande Nuit. D'accord. Et comme nous avions eu la chance d'avoir véritablement progressé très rapidement, donc systématiquement, nous jouions toutes les Grandes Nuits de Guyane, y compris la fête de Cayenne. Et en deuxième partie, parce que c'était toujours deux orchestres, et on disait à l'époque le meilleur joue en deuxième partie. C'était comme ça. Ok. Et il y avait des retombées sur... c'est-à-dire que quand on joue un 15 octobre à la fête de Cayenne, avec la popularité que ça a, est-ce que en termes de promo, en termes de vente, est-ce qu'il y avait une répercussion sur votre économie musicale après? Alors, ce que nous gagnions financièrement, ça ne venait pas des subsides des albums. Ça venait des soirées que nous jouions, puisqu'on jouait beaucoup et parfois le jeudi. Quand il y avait, d'ailleurs, on a fait. Notre succès vient du fait que Daniel Sinaï, qui avait la Tour des Miracles, c'était donc un disquaire, nous a donné la chance de faire la première partie de tous les spectacles qu'il organisait et de toutes les soirées. Okay. Le jeudi, c'était donc en 1977 que nous avons commencé à véritablement être connus. Il y avait des groupes qui rentraient en Guyane régulièrement. Et le jeudi, il y avait le spectacle au cinéma Apollo. On jouait 30 minutes. Et en deuxième partie, il y avait l'orchestre invité. Le vendredi, on allait jouer à Kourou. On faisait encore la première partie. Et le samedi, c'était là où se trouve Paulina actuellement. C'était le Dancing Carrefour. On jouait également la première partie. Et parfois, il y avait un bal titane le lendemain dimanche ou un punch en musique. Et systématiquement, M. Daniel Sinaï nous faisait faire la première partie, ce qui nous a permis d'être connus et reconnus par la suite. D'accord. C'est un processus différent que maintenant, que ce qu'on connaît maintenant, parce que même déjà l'Apollo, moi j'ai même pas connu, c'est l'avenue Général de Gaulle, oui. Le grand bâtiment, ah d'accord. Ok. Après on a appelé le grand Cayenne Palace. D'accord. Oh, ok. Il y a encore l'affiche, le nom est encore là, hein, sur le grand bâtiment. Ok, ok. Les Vautours, oui. Ils ont joué en Guyane. Nous, on a joué avec les Vautours. Quand ça a introduit, parce que... Non, les Vautours... En 69, 65, 69, il n'y avait encore pas... De... Petit Léo, c'est... Et puis tout de suite, commençant le grand frère... Germain, oui, mais Germain, les Vautours existaient déjà dans les années 60. Ils ont commencé dans les années 60, parce que nous sommes arrivés. Parce que moi, quand j'avais moins de 11 ans, j'écoutais les albums des Vautours avec Joseph Mondésir, parce qu'on avait des séances d'écoute de vinyle à la maison. Hein. D'accord. Ah, ouais. Des séances d'écoute. Okay. Oui, on s'asseyait pour écouter les vinyles. Hein. On avait... Ça n'existe plus. Enfin, on non. Même plus le temps de... Non, même la radio, on s'asseyait pour écouter la radio. Okay. Moi, tous les dimanches matins, j'écoutais... Il y avait une émission que je faisais avec l'accordéon. Mais j'écoutais, j'étais près de ma radio, j'écoutais. Et il y avait aussi une émission avec, on passait beaucoup Émilie Antil, Gaston Lindor. Ben, je m'asseyais, j'écoutais à la radio. Et c'est peut-être ça qui m'a inspiré pour devenir saxophoniste après. Okay. Mais on véritablement s'asseyait pour écouter la radio et on avait des séances d'écoute de vinyle. D'accord. Ben. Baudin était le marché de pied. Qui? Baudin, alors... Baudin, c'était les... c'était avec Germain Barbe. J'oublie le nom de... Ça va me revenir. Mais en fait, Germain Barbe, il avait acheté des instruments pour le groupe de Germain Barbe, qui avait quitté les Vautours. Oui, ils avaient quitté les Vautours pour créer ce groupe-là. Et après, les instruments ont été cédés au Blue Star. Mais moi, ce que je vous propose, parce qu'on a parlé de s'asseoir pour écouter des vinyles, je vous propose qu'on écoute quelques secondes du vinyle Bluebird et après je reviens avec mes questions. Même ce geste-là, il a disparu, ce geste de mettre sur un vinyle et d'appuyer.
chercher les mots de tout pitié. Maman pas t'aider mon sortir. Mon dégât veillé mon dégât chanté quand même. Dans la mon plaisir à aller je boule. Vous savez nous dégâts rencontrés. Les copains. Ouais. C'est juste pour savoir. La période où il y avait des prestations, je suis choquée par l'âge. Donc, toutes les prestations-là, c'était vraiment entre 15 ans et jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Oui. Donc quand on parlait de prestations tous les samedis et tout. Oui, on jouait tous les samedis. Entre 15 et 20 ans. Oui, on jouait. Alors, quand j'avais entre... cette rigueur. Oui, entre 15 et 17 ans, je dirais, il fallait que je demande l'autorisation à mes parents pour aller jouer. Une petite anecdote, une fois, j'ai complètement oublié de demander l'autorisation à mes parents. Donc, nous sommes allés installer le matériel parce qu'à l'époque, chaque orchestre avait son matériel, sa sono, sa batterie, ses amplis. Nous avons installé, et puis, à l'heure de partir, je m'habille. Ma mère me dit, tu vas où? Je dis, ben, je joue ce soir. Elle me dit, ah non, on part sortir au soir. Ah ben oui. Alors, mais tous les instruments étaient installés. Alors, j'étais très embêté. Mais bon, je lui ai annoncé, je lui ai expliqué ça à la télévision, comment j'ai fait. Je suis allé me coucher. Donc les parents à l'époque vérifient toujours que les enfants sont bien. Ouais. Moi, je suis sous ma couverture habillé. Et j'avais monté un complot avec mon voisin. Et une fois que les parents sont rentrés dans la chambre, j'ai traversé des balcons au 3e étage. Je suis passé chez le voisin, je suis allé jouer. Et je suis revenu en repassant par le balcon. J'ai envoyé une pierre sur du sol jusqu'au 3e pour réveiller mon voisin. C'était un ami d'enfance. Et j'ai retraversé. Je me suis couché. J'ai avoué ça à ma mère à la télévision, direct, 30 ans après. Comment elle l'a pris? Elle a dit, tu as de la chance que je ne m'en suis pas aperçu. Il y avait beaucoup de types de balles, vous appelez ça des balles avec des amis. Oui, des booms. On voyait des booms. Les booms c'était avec les infatigables. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infatigable. Le tourne-disque. D'accord. Alors, le tourne-disque s'appelait infatigable. Ok, d'accord. Oui. Les infatigables. Oui. D'accord. Et sinon, il y avait, avec les orchestres, c'était un bal carrément. Et c'est vrai que à Cayenne, il y avait beaucoup d'orchestres, il y avait beaucoup de dancing. Il y avait Éloi à la rue Christophe-Colomb, il y avait King à l'avenue Voltaire. Il y avait le Canari à Zéphyr, Cité Zéphyr. Il y avait le Montjoli Bar à Montjoli. Il y avait le comment il s'appelle quand on passe le pont du pont Berland, là, il y a un Chinois sur le pont de Chicago. Il y a un Chinois juste à Guyana Palace, il y avait le Guyana Palace, il y avait tout plein de petits dancing. Oui, Théolade jouait au Canaries, mais il jouait aussi près du pont de Chicago, là, oui. Au Guyana Palace. Ouais. Beaucoup de noms que je prends plaisir à redécouvrir parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Et moi, je voulais savoir comment ton entourage prenait le fait que tu sois artiste, que tu sois actif. Est-ce que tes parents, ta famille le percevaient bien? Ou parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, l'entourage ne perçoit pas cette âme artistique-là toujours de la bonne façon. Comment c'était perçu chez toi?
Alors, avec mes parents, bon, c'était bien perçu. Bon, ils étaient un petit peu fiers, puisque je pense que la musique nous a permis d'avoir un chemin assez correct dans la vie, puisque jusqu'à présent, les valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents, j'essaye de les appliquer tant bien que mal. C'est cette éducation-là que je donne aussi à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc nous avions une ligne de conduite qui nous permettait quand même de rester assez corrects et donc de faire la fierté de nos parents et de nos sœurs et frères, de nos voisins. Tout le monde était bien content quand on jouait de la musique, ça ne dérangeait personne. D'ailleurs, maintenant, vous parlez trop fort, on appelle les gendarmes. Si je donne un petit coup de saxophone, bon, là où je suis, j'ai des voisins conciliants, il n'y a pas de souci. Mais si j'étais en ville et puis je me permettais de jouer du saxophone, ben c'est sûr que la police immédiatement serait sur les lieux. Ah, c'est dommage. Bon, voilà. C'est dommage. Mais auparavant, d'ailleurs, il y avait des soirées qui se passaient, des booms. Il y avait une autorisation qui était demandée à la mairie. Et on informait les voisins qu'on allait faire une boom. Et les gens passent, ils rentrent, ils viennent s'amuser aussi, il n'y avait aucun souci. Les Nigérians aussi. Oui, les Nigérians, oui, il y avait un orchestre, il y avait l'orchestre Nigérian aussi. Après, l'orchestre Nigérian est devenu les Super Yuka. Les Yuka, après, c'est devenu les Super Yuka. D'accord. Ils ont sorti des albums ? Non. Non ? Ok. Et avec cet orchestre, avec ce groupe, enfin, vous catégorisez comment ? Plus groupe, plus orchestre ? C'était quoi le terme qui définissait le mieux Bluebirds ? Orchestre. Avec cet orchestre, est-ce que tu as perçu des droits d'auteur ? C'est-à-dire, est-ce que tu étais inscrit à la SACEM autrefois ? Est-ce qu'il y a des royalties, des droits d'auteur qui sont tombés suite à ces créations dans cet orchestre ? Alors, je vais peut-être surprendre tout le monde, je n'ai jamais été inscrit à la SACEM, donc je n'ai jamais perçu de subside à la SACEM. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On me l'a toujours reproché, c'est vrai qu'il y a eu une perte terrible financière, mais moi je n'étais pas sur ça. J'ai fait ma demande en 1980 quand nous avons fait notre premier album. Le dossier m'est revenu parce qu'il manquait une pièce et je n'ai jamais donné suite. D'accord. Et je vais aussi vous étonner en vous disant que j'étais quand même une personne qui a beaucoup collaboré avec la SACEM. Quand M. Boutan avait besoin d'informations sur la musique, sur des choses en Guyane, ben, il m'appelait très souvent, c'était lui le responsable régional de la SACEM. Quand il y avait des réunions à la SACEM, j'étais invité, je n'y allais pas par principe, parce que j'estime que c'était les gens qui étaient titulaires de la carte SACEM, des adhérents en tous les cas, qui devaient y aller, donc j'étais invité, mais je n'y allais pas, par respect. Ok, parce que, mais pourquoi, enfin je sais pas, peut-être que, mais je pose quand même la question, pourquoi ce choix de ne pas aller au bout de cette inscription ? Parce que de par tout le savoir-faire que tu mets à disposition de la culture, c'est des choses qui te reviennent de droit, naturellement, et c'est dû à autre chose ou c'est purement personnel ? Est-ce qu'il y a un truc qui a fait qu'il y a eu un blocage drastique avec la SACEM, un truc quelconque, ou c'est purement personnel ? Alors, au départ, c'était de la négligence. Et après, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je laisse ça, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ce qui va me permettre d'être milliardaire. Donc, j'ai toujours cédé, en tous les cas, j'ai toujours participé gracieusement aux arrangements musicaux que j'ai pu faire sur des centaines d'albums. D'accord. Et est-ce que de ton point de vue, est-ce qu'à l'époque, tu te sentais légitime même de réclamer des choses ? Enfin, je vais reformuler ma question. Parce que peut-être tout ce que tu as apporté musicalement, peut-être que tu te disais que ça n'avait pas forcément de poids ou autre. Est-ce que tu te disais pas à un moment qu'il y a des choses qui devaient te revenir de droit et ne serait-ce que pas la SACEM, mais au moins imposer des cachets peut-être supplémentaires ou autres par rapport à la contribution que tu avais dans le groupe, parce que tu étais leader, si je ne me trompe pas, du groupe. Donc est-ce que du coup, de par cette posture-là, tu demandais des cachets plus importants ? Enfin, ça se passait comment, la répartition des droits d'auteur, enfin même les cachets pour les prestations, etc. Alors, non, je ne m'arrogeais pas de droits supérieurs aux autres. Quand, en tout cas avec les Bluebirds, si nous percevons, je dis,
1000 francs. Si nous sommes à 10, c'est divisé par 10. Non, il y avait 10% qui restait, 20% qui restait dans la caisse noire, qui nous permettait d'acheter du matériel, de payer la location du studio de répétition. Mais tout le reste était partagé à part égale. Ma position de chef d'orchestre ne me donnait pas le droit, en tous les cas moralement, le droit de percevoir plus que les autres, puisque pour moi, nous étions dans la même galère, même si j'accomplissais beaucoup plus de tâches dues à l'organisation même de l'orchestre, avec mon bon ami Christian Saïd, qui était mon second, mon meilleur pote, jusqu'à aujourd'hui. Et c'était lui qui s'occupait de la partie comptable de l'orchestre, et moi je m'occupais toujours avec lui de l'organisation, en tous les cas de la vie de l'orchestre. S'agissant de, pour revenir sur les subsides que j'aurais pu demander par ma participation sur les arrangements, en tous les cas que je pouvais apporter, il ne m'est jamais venu à l'idée de demander à qui que ce soit quelque chose, parce que c'était avec plaisir que je portais ma contribution pour essayer d'améliorer en tous les cas ce qui était proposé. Respect. Et, merci pour cette contribution. Respect pour cette humilité. C'est vraiment respectable, parce que voilà, avec tout ce travail qui a été fourni, je suis agréablement surpris. Mais je voulais savoir, pour ce type de projet, est-ce que autrefois les gens parlaient autant de subventions pour pouvoir aider à développer des projets artistiques et musicaux? Parce que maintenant, voilà, on sait qu'il y a ce levier-là, il y en a qui vont chercher des subventions pour faire des projets, mais autrefois, il y avait ça qui était en place, le système des subventions pour la création de projets musicaux? Non, en tous les cas, au niveau des Bluebirds, nous n'avons jamais sollicité une quelconque collectivité. Alors, nous avions une particularité dans notre organisation, c'est que nous avions la chance de jouer toutes les grandes nuits, et collectivement nous avons, en tout cas j'ai proposé de garder tous les cachets des grandes nuits pour l'enregistrement. Ça coûtait à l'époque pas mal cher, puisqu'il n'y avait pas de studio d'enregistrement en Guyane, et pour le premier album nous allions tous les week-ends au Suriname pour enregistrer. On partait le vendredi à 3h du matin, et on revenait le dimanche après-midi. Donc ça se passait à peu près sur 3 week-ends. Et d'ailleurs, le premier album a fait l'objet de 2 enregistrements, puisque le premier ne nous a pas plu. Okay. Donc on a payé le studio Suriname, on a tout payé, et nous avons décidé de recommencer. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin, et puis nous sommes repartis au Suriname encore tous les week-ends. On allait enregistrer. Et cet album, le deuxième, dont nous avons écouté un morceau, nous sommes tous partis en Martinique pour enregistrer. Moi, je suis parti avec mon autre saxophoniste une semaine avant pour travailler avec un trompettiste et un tromboniste en Martinique. Un ancien trompettiste des Bluebirds, d'ailleurs, qui s'est établi par la suite en Martinique. Tout ça à vos frais? Ah oui, à nos frais. Et le reste des musiciens est venu et rentré en Martinique la semaine suivante. Nous avons donc passé une semaine, c'était en octobre 1982. Nous avons donc enregistré et nous sommes repartis à Cayenne après, bien sûr, pour le deuxième album. Et le troisième album, tenez-vous bien, nous sommes, pour la majeure partie des musiciens, partis en métropole pour enregistrer. Alors, je vais vous dire ce que ça nous a coûté en euros pour que vous puissiez avoir une idée véritablement du coût. Ça nous a coûté 30 000 euros. Oui, en 1988. À l'époque, on avait dépensé 20 000 euros. Donc, si on fait la conversion, ça me fait 30 000 euros aujourd'hui. Mais nous avions quand même cette chance de jouer souvent et d'avoir un petit PQ qui nous a permis, en tous les cas, de payer tous ces frais. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant déjà sur le process, déjà les coûts que cela importe, et juste toute la logistique aussi derrière un projet comme celui-ci. C'est impressionnant. Ouais. Il y avait donc les billets d'avion, il y avait l'hôtel, la bouffe, le déplacement à Paris. Il y avait aussi les studios d'enregistrement. Pour la petite histoire,
Alors, à Paris, c'était... comment ça s'appelle le studio, là? Bon, ça va me revenir. Non, c'est bizarre, j'oublie. Bon, c'est l'âge. Ça nous coûtait 9 000 francs par jour. 9 000 francs, ça fait un petit peu moins, ça fait à peu près 1 400 € par jour. D'accord. On payait. Et pour le mixage, non, on a pris 9 jours. Pour le mixage, on payait 10 000 francs par jour. On a pris 3 jours et c'était donc 1 500 € par jour d'enregistrement. Voilà. C'est vrai que c'est une autre réalité, d'où l'importance pour moi de faire ce genre de moment d'échange, parce que savoir qu'il y a tout ce process qui est mis, tout cet argent qui est dépensé derrière ce genre de création, qui font notre héritage, je trouve que c'est important d'en parler pour prendre conscience que maintenant, moi, avec mon ordinateur et une carte son, un micro, voilà, je peux faire quelque chose, mais autrefois, le processus était totalement différent. Et aussi, après, ça se ressent aussi. C'est-à-dire que quand on entend des instruments organiques, des instruments qui sonnent, et voilà, le son était totalement différent. Mais oui, une précision. Oui, la mémoire m'est revenue. Nous avons enregistré pendant 9 jours au studio Gimmick. Okay. Ça se trouvait à Hyères, pas loin de Paris. Et pour le mixage, nous sommes allés dans l'un des plus grands studios de Paris, à l'époque, qui s'appelait Plus 30. D'accord, ok. Je vois totalement... Les deux noms me sont familiers, parce que c'est des noms que j'ai déjà entendus. Et pourquoi ce nom, Bluebirds? Alors... Oui, l'oiseau bleu, en effet. Oui, est-ce que c'est mais je ne savais pas que ça voulait dire oiseau bleu. Non. C'était le bleuet. Oui, et c'est bien ce qui a motivé l'acceptation de ce nom. Okay. Nous étions, juste après une répétition, on était dans un coin de rue à Mana, et puis on se dit, mais au fait, on répète, mais on n'a pas choisi de nom. Et puis, il y a mon frère qui dit « Bluebirds ». Je dis « Mais que ça veut dire ça ?» Mais du oiseau bleu. Je dis « Ah ben oui, les bleuets. » Et nous, on aimait bien aller à la chasse de bleuets. Ah, okay. Et donc, c'est parti comme ça. Et petite anecdote, notre monsieur Georges Patient, on avait fait des affiches. Il était fils du maire de Mana à l'époque. Et nous avons écrit Bluebird. Non, Bluesbird. Alors, il est venu, il m'a dit, Émile, en anglais, l'adjectif ne s'accorde pas. C'est pas bluesbird, c'est bluebird. Alors, nous avons fait des affiches, mais les affiches, on les faisait manuellement. Ah, okay. Donc, s'il y avait 50 affiches, il fallait redessiner, réécrire, tout. Alors, je suis passé sur toutes les affiches qu'on avait collées à Mana, et avec le S, j'ai fait un oiseau. Ah. Parce que du coup, tu dessines également. Oui. Ok, un artiste dans l'âme. Je fais même des portraits. Ah ouais, d'accord, chapeau. Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui as réalisé la cover? Parce que sur la cover, en fait, pour celles et ceux qui vont écouter le podcast sans voir, c'est une cover avec un oiseau bleu, du coup, qui est sur la Guyane. Qui se pose sur la Guyane avec un paysage marin, j'ai envie de dire. On voit un horizon. C'est toi qui l'as dessiné, ça? Non. Mais c'est monsieur Hardinet. C'est un artiste, un excellent artiste, un très grand peintre en Guyane. Bon, on n'entend plus parler de lui, mais il a fait partie des meilleurs artistes. Et je suis allé le voir. Je lui ai donné l'idée. Pour marquer l'oiseau bleu, en fait, voilà, et marquer un petit peu notre territoire, la Guyane. Alors, et il m'a proposé ça, je lui ai fait faire quelques petites rectifications. C'est lui qui m'a parlé de perspective par rapport à l'oiseau, etc. Il m'a dit, mais oui, mais si on le fait différemment, l'oiseau ne va pas se poser sur la Guyane, mais va se poser au Brésil. Donc, il faut respecter les perspectives. Et voilà. Même la typographie. Il a fait manuellement. Tout est fait à la main. Oui, il a fait manuellement. C'est pas. Oui. Comment? Qui a fait le dessin? Oui, c'est son frère. Oui. C'est quoi son nom? Hardinet, oui. Ok. Oui. Mais celui qui est d'origine, il est décédé, lui.
C'est son grand frère. Oui, oui. Ils étaient tous artistes? Enfin, c'était une grande famille d'artistes où il y avait... Lui de Regina s'occupait de bois. Et lui, il était vraiment un artiste accompli. Ok. Chapeau. Et en tout cas, moi, ça m'avait interpellé parce que à cette époque, tous les vinyles que j'ai récupérés, c'était beaucoup des photos rectangulaires sur des fonds, sur des aplats de couleurs. Et c'est répandu, enfin c'est les 2 vinyles que j'ai ramenés. Les covers, là, ce sont des illustrations, mais c'était pas si répandu que ça d'avoir des illustrations sur les covers. C'était souvent des photos. Et du coup, ça m'avait vraiment interpellé. Mais avec toute cette aventure, tout ce projet, d'ailleurs, je me rends compte qu'au-delà d'être musicien, tu es également directeur artistique. Quand tu me dis que, enfin, ce qu'ils appellent désormais directeur artistique, quand tu dis que c'est toi qui donnes les indications pour le visuel et qu'ensuite on l'exécute, même pour la musique, donc tu es directeur artistique musical, visuel, et c'est fou de se rendre compte à quel point la passion te fait cumuler toutes ces casquettes, quoi. Et ça me parle énormément. Mais dans tout ça, quel est ton meilleur souvenir avec le groupe Bluebirds, si tu en as un en tête? Ah, il y en a beaucoup. Et peut-être que... Le premier qui te vient en tête. Ah, c'est un mauvais souvenir. Ah, non mais le premier bon souvenir. Non mais ça vaut quand même le coup que je raconte l'histoire, parce que maintenant j'en ris. L'année de notre formation, de notre création, nous avons été invités à jouer à Saint-Laurent. Et on nous a fait dégager de la scène. Ah ouais? Oui, Manu Militari. Ça... Mais c'est pas parce que c'était mauvais, non. C'était... Il y avait une rivalité Saint-Laurent-Cayenne. Saint-Laurent-Mana. Et nous avons subi les pots cassés. Pourtant, on nous a invités. Hein. Mais bon, maintenant, j'en ris, mais le jour, là, c'était la honte. Ah ouais. Et aujourd'hui, je dis que ça devait certainement être rigolo. Ah non, c'est... Ouais. Mais j'ai quand même mal pris, hein. J'ai détesté Saint-Laurent à cause de ça pendant des années. Mais nous avons quand même pris notre revanche parce que nous étions très sollicités depuis les années 74 jusqu'à très 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 longtemps après. Nous étions véritablement sollicités. À tel point que une fois nous avons décollé de Cayenne à 12h30 pour aller jouer à Saint-Laurent. Okay. Et la route de Sosaba était en réfection. Nous sommes arrivés à Sosaba à 20h. On a quitté Cayenne à 12h30, on arrive à Sosaba. Je prends mon téléphone, j'appelle l'organisateur pour lui dire on est bloqué là. Il me dit Monsieur Zibrilus, je n'ai plus de ticket. Donc il faut venir, démerdez-vous. Alors on a quitté Sosaba à 20h. Nous sommes arrivés à Saint-Laurent à 1h du matin. Et en arrivant dans la dernière ligne droite, on voit au loin, mais une foule immense. Je dis, tiens, il y a un accident et tout. Ben non, les gens sont restés là, ils nous ont attendus. D'ailleurs, les instruments sont rentrés dans le dancing en 10 minutes. Les gens ont prêté main forte. Alors, moi, j'avais de la boue sur tout le corps. On a tout branché. Et les autres ont eu le temps d'aller manger. Moi, j'ai branché le matériel. Ils sont revenus. Et j'ai joué avec de la boue sur moi. Ah ouais. Et on m'a apporté mon plat. Pas gain ton pour balance, pas gain ton pour... Non, ça n'existait pas à l'époque. Ah ouais, d'accord. Non, okay. Non. Et d'ailleurs, je me rappelle, on m'a apporté mon assiette. Je jouais de la guitare. Je la retournais, je posais mon assiette. Je prenais 2 cuillères. Je reposais, je continuais à jouer. Ah, non. Et on a été obligé de jouer jusqu'à 8h du matin. Et nous avons repris la route. Dans la journée, là, on regarde l'état de la route. On dit, c'est pas possible. Hier soir, on n'est pas passé là. C'est pas possible. On s'est dit, si hier soir on est passé, c'est que la journée, on pourra repasser. On est arrivé à Cayenne à 18h. Ah ouais, mais ça pour moi, c'est un souvenir extraordinaire parce que ça montre un petit peu le courage que nous avions à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus. Et puis même, pour corroborer tout ça, parfois, on était obligé de descendre du bus pour retenir le bus qui allait dans le ravin. Ah oui, c'était terrible à l'époque. Alors, ça paraît incroyable, mais nous avons vécu ça. Et tu as parlé vous êtes produit à Saint-Laurent, à Mana, à Cayenne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous produire sur scène hors du territoire guyanais? Oui, nous avons fait Lyon, Bordeaux. Nous n'avons jamais joué à Paris. Nous avons joué au Suriname, en Martinique. Voilà. Ok. Chapeau, vraiment, parce que c'est pas rien de pouvoir exporter son travail hors de nos frontières, et chapeau pour ça. Mais
j'ai vu une similitude entre le nom de ces deux groupes et je voulais savoir est-ce qu'il y a un lien direct entre Blue Star et Bluebird? Parce que le Blue, il est dans les deux noms. Est-ce qu'il y a un lien, mis à part le lien amical avec la personne avec qui tu as été en classe? Oui, alors c'est vrai que j'ai assisté pratiquement à la création des Blue Stars, puisque j'étais dans la même classe que Yves Nugent. C'était en 1969, puisque les Blue Stars ont été créés pendant les vacances 69. Ils ont fait leur première prestation. Ben aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'anniversaire des Blue Stars. Okay. Oui, c'est-à-dire l'anniversaire de la première prestation des Blue Stars. C'est aujourd'hui. Le 9 novembre. Le 9 novembre, oui. Et en décembre, à l'approche de décembre, le nom Blue Star est arrivé. Parce qu'au début, Blue Star s'appelait Les Minables. Ok. Oui, oui, Les Minables. Les Minables, oui. Okay. Parce que la mayonnaise ne prenait pas. D'accord. Et après, c'est vraiment leur nom, c'était, au début, oui, on les appelait Les Minables. Et puis en décembre, donc, non, ça a duré que 4 mois, hein, okay. 4 à 5 mois. Mais oui, bien sûr. Et en décembre, ils ont vu le nom Blue Star sur une boîte de jouets dans la maison Rafoul, rue François Arago. Ils ont dit, tiens, Blue Star, ben voilà. Ils ont choisi le nom comme ça. Okay. Ouais. Ah, c'est magnifique. Et par rapport, pour revenir sur Bluebird, est-ce que des fois, tu as une nostalgie de ce groupe et est-ce que des fois, il y a eu des envies de reformer ce groupe, ne serait-ce que pour un concert hommage ou pour ressortir des projets? Ah, la nostalgie, elle est là, elle est permanente. Et nous avons arrêté, ça fait plus de 15 ans. Et en fait, nous avons joué pendant 35 ans. Les Bluebirds ont joué pendant 35 ans. Et j'ai arrêté parce que j'avais rajeuni le groupe du fait des musiciens qui partaient pour diverses raisons, surtout professionnelles. Et la jeunesse ne m'a pas donné le respect que j'attendais dans le comportement, dans la façon de faire. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. J'en ai parlé à Christian, mon ami de toujours et qui m'a toujours accompagné dans les Bluebirds, qui était aussi percussionniste. Ben, on a dit non, on arrête parce que ça ne va plus, je ne peux pas me permettre de me ridiculiser et de manquer de respect aux gens qui nous emploient en quelque sorte. Et donc ça a été la raison pour laquelle nous avons arrêté. Et la nostalgie, je disais, oui, elle est là. Et de ce fait, la majeure partie des musiciens de l'époque sont retraités aujourd'hui. Et en 2019, nous avons décidé de reprendre. On avait fait la surprise à un musicien qui s'est marié, on s'est reconstitué. Et rapidement, et nous avons joué quelques morceaux pour son mariage. Et le maire de Mana était là ce jour-là. Il a dit, les Bluebirds doivent jouer la grande nuit. Non, pour la fête de Mana. Et nous avons donc profité de cette occasion pour se reformer sérieusement. Nous avons eu de très bonnes répétitions. Et nous avons fait des prestations en 2019. Et malheureusement, la Covid est arrivée. C'est ce qui nous a mis un frein à cet engouement que nous avions pour reprendre. Et nous allons, je vous donne ça en mille, nous allons reprendre là très bientôt. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une date approximative? Non, pas encore. Non, mais c'est incessant. Peut-être que les répétitions vont commencer la semaine prochaine. Ok, chapeau. Oui. Et juste concernant, j'ai eu la chance de vous voir parce que vous avez joué au mariage de la fille de Christian Saïd. Oui. Elle avait insisté et elle a eu son groupe. Oui, il y aura 2 ans, au mois de décembre, effectivement. On avait repris. C'était une demande, vous avez repris. Oui, à une demande particulière. Hein. Ah ouais. Particulière. Elle avait insisté. Ah ouais. Et elle nous a exigé un répertoire. Elle nous a dit. Non, mais en tout cas, chapeau pour cela. Je vous propose qu'on se réécoute en deuxième passage. On prend encore quelques questions et on va devoir clôturer doucement. Mais pour finir, ma dernière question, moi, c'est après ces près de 30 ans, voire même plus de 30 ans dans le milieu musical, est-ce que ça t'arrive des fois de réécouter certaines de tes créations de cette période, comme ce vinyle? Est-ce que ça t'arrive de réécouter? Et quand tu le réécoutes, est-ce que tu restes satisfait de ce que tu as fait à l'époque?
Alors, oui. Par contre, moi, quand j'écoute cet album, je me dis comment nous avons pu faire ça. Dans quel sens ? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Ah, dans le bon sens, dans le bon sens, c'est-à-dire nous avons fait des choses que nous sommes incapables de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand nous avons repris en 2019, nous avons évidemment pris des morceaux du premier album et de cet album-là, mais j'avais du mal à les exécuter. D'accord. Alors qu'à l'époque, c'était normal, mais là, je me dis, mais purée, mais comment on a pu ? Moi, j'ai pu faire ça en 1980, alors que maintenant, je pense que je suis meilleur qu'à l'époque. J'ai une plus grande technique, en tous les cas plus assise. La technique est beaucoup plus assise aujourd'hui. Avant, on jouait instinctivement et on faisait des choses sans réfléchir. Et là, aujourd'hui, pour faire ça, je suis obligé de réfléchir. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je le faisais ? Et peut-être que la meilleure façon d'exécuter ces morceaux, c'est de ne pas réfléchir, justement. Et le fait de réfléchir, ça met un frein à la façon d'exécuter. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une question dans le public ? Oui. Peut-être que je cherche un petit peu en retard, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais plus en termes de style musical, comment vous définissez le style du groupe ? Est-ce que c'est la musique, la bazooka, la musique guyanaise ? Je répète juste pour le podcast. En termes de style musical, comment tu définis le style musical du groupe Bluebird ? Alors, on a un peu de mal à définir, puisque ce sont des inspirations qui nous sont propres. Et il faut quand même remarquer que les orchestres de l'époque avaient une espèce de voile commun sur le genre. La couleur est différente, mais on restait dans un mélange de compas à la guyanaise. Parce qu'en fait, c'est du compas, mais ça n'a rien à voir avec le compas haïtien. Nous, étant guyanais, d'ailleurs, quand on joue un compas d'un groupe haïtien aujourd'hui, on va dire oui, c'est du compas, mais vous prenez n'importe quel groupe haïtien qui va jouer le même morceau, ce n'est pas la même exécution. Donc, moi je dis, c'est une musique guyanaise, d'inspiration guyanaise, mais enfin l'inspiration, elle vient quand même d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup joué du compas, on a beaucoup joué, très peu de zouk d'ailleurs, mais beaucoup de compas, c'est une inspiration du compas, et aussi c'est une inspiration du style de la perfecta de Martinique. Et pour ce deuxième album, il y a aussi un genre magnum, puisque ce sont des orchestres musicalement très aboutis et qui nous inspiraient beaucoup sur la technicité. Et donc, tout ce mélange a permis de donner ce que nous avons entendu. J'avais dit que c'était la dernière, mais en fait non, maintenant c'est ma dernière question, parce qu'en off tout à l'heure, on a parlé de ta casquette de producteur. Tu as été un producteur très actif dans le paysage musical guyanais. Je pense que tu continues à l'être. Je ne sais plus si tu... Mais est-ce que tu as la volonté, en tout cas, de sortir des projets encore et encore avec une casquette de producteur, ou tu préfères juste la casquette de musicien ? Quelle est ton orientation pour la suite, ton orientation artistique ? Alors, c'est vrai que j'ai produit quand même quelques albums, notamment celui de Silo, qui a quand même bien marché, avec Pas jeté dans moi. J'ai produit quelques autres albums. Et depuis le fait que les vinyles ont régressé, l'intérêt est différent. Puisque maintenant, c'est souvent sur Internet qu'on récupère les morceaux. Il n'y a plus cet engouement sur le produit physique, CD. Bon, maintenant, on parle de clé USB, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la clé USB est 3 fois plus chère que le vinyle, que le CD lui-même. Alors, ma casquette de producteur, j'ai quand même mis un frein, juste le frein à main, donc qui peut se rebaisser. J'ai quelques projets pour 2026. Je ne sais pas encore sur quel support ça sera, mais en tous les cas, j'ai quelques projets de production, quelques idées en tous les cas, qui me permettraient en tous les cas de faire connaître des choses sur la musique guyanaise. Enfin, personnellement, j'ai hâte d'entendre tout ça, j'ai hâte d'écouter tout ça, et moi je sais qu'on va se croiser, prochainement en tout cas, dans les dancing, parce que tu fais partie du groupe Blue Star.
Là où, voilà, pendant la période des bals Paris masqués de début d'année, on te voit tous les week-ends, même si ce n'est pas que les week-ends, hein, toute la semaine avec le groupe Blue Star. Et donc, celles et ceux qui écouteront ce podcast, vous saurez que le monsieur au saxophone dans le groupe Les Blue Stars, c'est monsieur Émile Sebrelus. On va prendre quelques minutes pour écouter un autre extrait du vinyle, et s'il y a encore quelques questions, on prend les questions et on va devoir clôturer. On écoute. Je disais, c'était recto verso. Oui. Ô chanteur qui chante le bonheur, je viens des Amériques, de cette terre des tropiques. Je viens vous apporter un peu de joie d'humanité. Je n'ai que pour bagage que mon joli plumage. Je vole de ville en ville en quête d'une île où je pourrais donner un peu d'amour et d'amitié. Où tout est soleil, c'est mon pays, bien loin d'ici. Terre de verdure, où tout est nature, c'est mon pays, bien loin d'ici. Là-bas, tout est en fleurs. Je n'ai pas froid au cœur. Ici, c'est toujours gris. Y a pas de gens qui rient. Il m'a fait remarquer une petite particularité graphique, c'est que en bas à droite, les numéros des doigts sur tous les albums des Bluebirds, en fait, le pouce comme ça, c'est le premier album, deuxième album, troisième album. J'ai jamais fait gaffe, c'est vrai que, enfin, je vous le refais passer, mais cette petite particularité permet de situer sur quel album que c'est. Et en tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre question dans le public, on peut en prendre encore une. C'est juste que, Oui. en fait, j'ai remarqué qu'entre musiciens, vous n'avez pas de mal à aller dans d'autres groupes. Et vous avez déjà joué dans d'autres styles de groupes. Ah oui, j'ai fait du reggae avec Ras Benji. D'ailleurs, avec d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller jouer avec lui à Angoulême et au Brésil. C'était un petit peu le... Bon, j'ai quand même joué dans d'autres groupes, j'ai remplacé des gens, puisque comme je disais tout à l'heure, j'ai été guitariste des Blue Stars pendant 1 an. Voilà, et puis maintenant je suis leur saxophoniste. Donc, voilà. Mais des styles, le seul style différent. Alors, j'ai une période de folie de jazz. Dans les années 86, on a voulu transformer les Bluebirds en groupe de jazz, puisque on avait un petit peu marre de ce qu'on faisait. Mais ça n'a pas duré parce que ne fait pas du jazz celui qui n'a pas appris à le faire. Donc on a vite arrêté parce que c'était pas... Non, c'était pas la bonne voie. D'accord, ok.
Oui, c'est vrai que j'ai pas présenté ma structure. En fait, Freelance, c'est ma structure, c'est un collectif, enfin c'est plutôt un écosystème créatif et c'est une entreprise que j'ai créée pour porter tous mes projets. Tous mes projets, que ce soit les tables rondes, que ce soit les événements comme des ateliers, des concerts, bon, tout ça c'est comme un label, quoi. Oui, en tout cas, ouais. C'est suite à ce besoin-là que la création de ce type de moment-là a été impulsée, parce que voilà, on sent qu'il y a un manque, et du coup, pour pallier à ça, on essaie de mettre en place des choses. En tout cas, encore merci beaucoup, Monsieur Sibrulus, d'avoir répondu présent. Ah, il y a une question. Oui, dis-moi tout. Si vous aviez un conseil pour donner à la jeune génération, Belle question. compositeur, Ouais. Alors il y a beaucoup c'est de croire en ce qu'on a envie de faire, et c'est surtout ne pas faire certaines erreurs que nous avons faites, c'est-à-dire en pensant que on avait la science infuse. Il faut demander conseil aux gens qui ont l'expérience, et moi je conseille aux gens aussi surtout de faire l'école de musique. Mais il ne faut pas faire uniquement le solfège. Il faut aussi jouer d'oreille, parce que si vous êtes dans une prestation et puis un vent porte la partition, vous n'êtes plus musicien, et ça c'est dommage. Donc il faut la rigueur du solfège et la partie instinctive, naturelle qu'on peut apporter à la musique. Donc aller à l'école, mais jouer aussi d'oreille. Et c'est le compromis des deux est extraordinaire. Alors moi je suis un mauvais lecteur, mais j'ai une très bonne oreille qui me permet d'exécuter n'importe quel style de musique. Oui. J'ai lu dans un livre de Émile Lanoux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est que le saxophoniste Bernard Lucille aurait voulu à un moment mélanger un peu le casseppo avec le saxophone jazz. Oui. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit aussi? À un moment, non, pas avec la musique traditionnelle. J'ai voulu faire du jazz pur. Celui qui a quand même fait ce mélange-là, mais avec la guitare, c'est Robert Dédé, qui a inventé ce qu'on appelle le MTC, musique traditionnelle colorée. Donc il a travaillé, pendant 20 ans, il m'a dit, il a pris la base de la musique traditionnelle et tambour, et il a ajouté une connotation jazz, et puis des inspirations très personnelles. Voilà. Robert Dédé. Alors, vous avez parlé de Bernard Lucille. Le saxophone que j'ai actuellement, c'est lui qui me l'a vendu. En 1982. Ah ouais. Mais dans ce vinyle, il y a des essais de croiser la musique traditionnelle et en tout cas la musique électronique et la musique traditionnelle. Je ne sais plus sur quel morceau. BC Poignant. Oui. Eh ben tiens, je propose qu'on se quitte sur l'écoute de BC Poignant. Et encore merci. Des applaudissements pour Monsieur Sibrulus. Et on va se quitter sur ça. L'aventure continue, il y aura d'autres vinyles du Pater. Celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous joindre à nous la prochaine fois. Encore merci à Saveur Cannelle de nous accueillir pour ce moment d'échange. Et on reste en contact, il y en aura d'autres, parce que c'est important de revaloriser cet héritage de musique guyanaise, quoi. On écoute BC Poignant. Génération qui est découverte, là y'a pas lourd.
wala. Maman me dit doudou wala. Ti doudou wala. Maman me dit doudou wala. Et qu'à marcher à son côté. Maman me dit doudou wala. Et sur la chati qu'à attendre. Maman me dit doudou wala. Maman me dit doudou wala. Ti doudou wala. On a ce projet-là de reprendre certains morceaux. Là, mes camarades m'engueulent tout le temps puisqu'on a le studio et je tarde à le faire, mais c'est un petit peu de ma faute. Okay. Mais moi, par rapport à cette initiative de croiser instruments électroniques et musique traditionnelle, je souhaiterais savoir pourquoi ça n'a pas été pérennisé. Pourquoi il n'y en a pas eu plus? Pourquoi on a senti l'initiative, mais vous n'avez pas fait en sorte de continuer sur cette lancée pour que ça explose et qu'il y ait justement un style musical même qui émerge de ce croisement entre musique électronique et tradition? Parce que souvent, c'est comme ça que sont nés des grands mouvements comme le zouk qui a croisé tradition et musique traditionnelle, comme l'amapiano, comme l'afrobeat en Afrique de l'Ouest, etc., etc.
pourquoi? Est-ce que quand vous avez fait ça, vous n'avez pas été satisfait, du coup vous avez switché, vous êtes passé sur autre chose, ou est-ce qu'il y a autre chose qui a fait que vous n'avez pas continué sur cette démarche? Bon, peut-être que nous-mêmes, nous n'y avons pas cru. Peut-être, je n'en connais pas véritablement la raison, mais il faut savoir que ce morceau-là a été un grand succès ici avec l'Oiseau Bleu. Ce sont les deux morceaux qui ont le mieux marché, en tous les cas, en Guyane. Nous avons fait ça, mais nous n'avions même pas pensé qu'on aurait pu exploiter cette partie-là. Et nous avons mis ça simplement parce qu'on parle de la Guyane, du folklore guyanais. Donc nous avons fait une connotation traditionnelle. Mais ça ne nous est pas venu à l'idée de le faire. Par contre, comme je vous ai dit, Dédé Robert, lui, il a travaillé quelque chose très, 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 très intéressant. Et je vous invite peut-être à l'inviter. Je vous invite à l'inviter, oui. Ça part un peu voilà. Je prends note. Mais vous avez senti qu'il y avait un engouement. Enfin, est-ce que vous avez senti que ce genre d'initiative avait été bien reçu de la part du public? Ah oui, parce que ça a été un gros succès dans la période. Ah oui, ça a été un gros succès ici, oui. Ok, super. Eh ben, là, c'était vraiment ma dernière question. Encore merci beaucoup, Monsieur Cyrillus.